enseignant. Et il a tendance à dire, il y a dans ma classe 2 dyslexiques, un dyscalculique, un autiste, 2 hyperactifs, un dyspraxique, 3 endormis, un précoce, 5 en difficulté, 5 peu motivés, 6 très motivés, 5 lents. Des effectifs bien sûr lourds, 30 gamins par classe, une AVS, auxiliaire de vie scolaire, mais juste à temps partiel, et tous des tas de contrats qui sont des PPS, des PAI 10, tu l'as dit tout à l'heure, des PAI, maintenant des PAP, des protocoles d'accompagnement pédagogique, et évidemment pas plus de moyens. Alors dans tout ça, évidemment, pour l'enseignant, en gros c'est ça, hein, ne pas stresser, ne pas stresser, ne pas stresser, parce qu'en fait il faut gérer tout ça. Alors les troubles, en effet, bon, on va peut-être passer vite. Ce qui me paraît important, c'est en effet de donner des signes d'alerte. Donc là, ils sont tous mélangés, les signes d'alerte, tu les as évoqués tout à l'heure, l'écrire, le calcul, le lire, le dessiner, le colorier, le découper, etc. Tout ceci sont des signes qui vont alerter l'enseignant à se poser des questions et à peut-être traiter le jeune et accompagner le jeune différemment. Alors, au niveau des ressources, ce qui m'apparaît important auprès de l'équipe enseignante, c'est de leur faire comprendre que s'ils ont la connaissance du trouble, comme vous l'avez eu vous ce soir, une explication de ce qui se passe au niveau du cerveau, de savoir que ce n'est pas en effet une dépression, ce n'est pas la faute A, mais que c'est inhérent à eux et que ça vient, que c'est un trouble du développement et que ça vient à la naissance, qu'il y a des familles de dyslexiques, qu'on est dyslexique, qu'on vit dyslexique, qu'on meurt dyslexique et qu'on compense toute sa vie par des efforts et par un accompagnement adéquat, eh bien ceci a tendance à apporter, je le reconnais, un regard qui est bienveillant. Et ce qui me paraît important, c'est que les enseignants soient mis à la place de l'élève. Donc on propose, au moment de la formation, des occasions pour l'enseignant d'être dyspraxique, d'être dyslexique, pour qu'il se rende compte lui-même que ce n'est pas si facile, parce qu'il a des déficits lui aussi, des déficits attentionnels, qu'il a des déficits notamment en charge cognitive. Pourquoi? Parce qu'on lui demande une charge qui est au-delà de ce qu'il peut faire. Donc ceci le met en situation de mieux comprendre. Ensuite, ce qui me paraît important, c'est la force d'une équipe. C'est-à-dire que former une personne, c'est toujours intéressant, mais c'est l'équipe qui apporte la magie. C'est-à-dire que ça apporte une cohérence. Et la volonté de se former et de faire évoluer ses pratiques, en fait, pour simplifier la tâche et faire au mieux cohérence autour de l'élève. C'est ce qui me paraît, moi, le plus magique pour le jeune. Et puis, mon rôle, c'est de bousculer un peu des pratiques. Et ces pratiques, parfois uniformes, tu l'as évoqué, qui ne sont pas toujours au service de tous ces jeunes et de ces classes hétérogènes, et de repenser aussi l'évaluation. Donc apporter de la créativité dans son enseignement pour que les jeunes aient du plaisir, parce que ça on l'oublie. Des petits Américains, quand ils envoient leurs enfants à l'école, ils vont dire « have fun », et nous on va dire « courage ». Alors se mettre à la place d'eux quand on a un trouble qui est invisible, eh bien, c'est lire comme un dyslexique. Alors, c'est vrai que vous l'avez vu tout à l'heure, quand vous lisez comme un dyslexique, un enseignant, quand il réalise ça, il dit en effet, c'est pas si facile que ça. Écrire comme un dyspraxique, là aussi, c'est intéressant. On lui donne, par exemple, un document où les lignes ne sont pas les mêmes, on lui demande de prendre une main qui est sa main malhabile, et en fait, il va falloir qu'il écrive un texte long. Et on va bien lui dire, attention, il faut aller vite, il faut s'appliquer. Attention, le tableau va s'effacer. Et là, il se rend compte que lui-même n'y arrive pas. Je l'ai fait cet après-midi avec une équipe d'enseignants, c'était à filmer. Ensuite, ils ont tous mal à la main. Ensuite, on va leur proposer notamment de calculer comme un dyscalculique. Et ils vont voir qu'en effet, c'est quand même pas si facile que ça. Et enfin, on va leur proposer de vivre le déficit attentionnel. Alors ça, c'est un grand moment. C'est-à-dire que si l'enseignant réalise que lui-même ne peut pas fournir l'attention nécessaire pour faire la tâche qu'on lui donne, il réalise qu'en effet, c'est difficile dans sa classe de faire de l'uniformité. Ce qui me paraît aussi important, donc une fois que vous êtes à la place 2, bien sûr, c'est d'expliquer quelle est l'origine de cette dyslexie et de montrer des cerveaux
grâce aux tomographies maintenant, donc c'est facile de le démontrer. Les neurosciences ont fait faire de grands pas dans la compréhension en fait de ce phénomène, de ces troubles. En fait, montrer qu'un sujet lecteur normal en fait est en train d'activer une zone de son cerveau et de voir que le sujet dyslexique, lui, n'a pas cette même capacité. C'est-à-dire que ce qui va s'activer, ce sont des réseaux de neurones qui sont localement dans des zones communes, mais on a des zones qui ne sont pas du tout actives. Et de démontrer par la même occasion qu'une rééducation, et on l'a par des tomographies aussi de la même façon, qu'une rééducation et qu'un entraînement est très nécessaire puisqu'on récupère en fait des zones. Alors maintenant, évidemment, l'enseignant, ce qu'il veut, c'est une boîte à outils. Il veut lui aider. Alors, il a l'intention d'aider. Pour aider, il lui faut des outils. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme outil? C'est une boîte à outils pédagogique. Boîte à outils pédagogique, là, je vais être un petit peu plus technique. C'est par exemple, comment faire pour aider le jeune et contourner ses difficultés dans l'écrire et dans le corriger. On va aussi continuer dans le lire, dans l'écoute, dans le parler, et notamment dans les langues, cette langue qui lui est si difficile, qui est l'anglais. On va chercher aussi des outils pour l'aider dans le calcul. Dans cette lettre, c'est trop loin. Dans le calcul, et aussi trouver des moyens pour qu'il arrive à mémoriser, sachant qu'il est dans une difficulté, en effet, vous l'avez bien cité. Alors on va mesurer, on va plutôt travailler sur tout ce qui est encodage, puisque l'encodage, c'est l'entrée en fait dans cette mémoire à long terme et qui va permettre justement aux jeunes de récupérer pour en faire sa mémoire de travail. Et l'encodage, c'est quelque chose qui fonctionne quand même bien avec les jeunes, mais ces ateliers d'encodage sont importants, mais parfois un peu longs. Ensuite, faire prendre conscience pour l'aide à la lecture que déjà le document parfois qu'ils produisent eux-mêmes à leurs élèves est confusant. Regardons par exemple la lettre R. La lettre R, voilà, selon la police qui est choisie par l'enseignant, voilà ce que ça peut produire. Donc un enfant qui a du mal à lire, qui est en difficulté par rapport à sa lecture, là on lui en génère une supplémentaire. Prenons par exemple des polices telles que Arial. J'ai plus d'un élève qui lui lit 3. Si par exemple je lis en Time New Roman, c'est pareil. Et si je prends par exemple le comics en MS, bon il y en a d'autres qui fonctionnent bien aussi, ça paraît moins confusant. Et ça ne demande pas d'effort à l'enseignant que de choisir la bonne police. Donc déjà c'est un premier point que d'aider à ce niveau-là. Une deuxième façon d'aider pour donner cette boîte à outils qu'ils aiment bien avoir, c'est travailler sur tout ce qui est la difficulté en géométrie, pour les tables de multiplication qui sont si difficiles à intégrer, pour les opérations, pour la résolution de problèmes. Eh bien, les types de remédiation proposés, il y a des logiciels qui sont par exemple Cabri, GeoGebra, les calculettes à donner à disposition, les copies avec un quadrillage, du repérage, et aussi, quand on fait un problème, procéder par étapes, et quitte à mettre les étapes de couleurs différentes sur des lignes différentes et les traduire par de la schématisation. Pour écrire et corriger, il est facile de proposer à l'enseignant d'accepter, parce qu'en fait, on n'est que là, dans le terme d'accepter, ce n'est pas l'enseignant qui va changer ses outils, c'est l'aide à la prise de notes. On va lui demander par exemple d'utiliser un tuteur, de donner un tuteur, de mettre ses cours en ligne. Maintenant, le cahier de texte numérique étant une obligation, il est facile de mettre tous ces outils en ligne, ceux qu'il souhaite, ou des sites qui peuvent être ressources pour l'élève pour qu'il puisse s'entraider chez lui. Il peut aussi accepter un ordinateur en classe, l'ordinateur avec notamment des logiciels qui lui permettent de l'aider et de contourner ses difficultés, notamment celui que je vous ai mis ici, c'est celui qui est validé Éducation nationale, donc Dragon, reconnaissance vocale, Dragon Naturally Speaking, et d'utiliser aussi un correcteur orthographique, puisque souvent ça ne suffit pas, et le correcteur orthographique, donc c'est Antidote, celui qui est le plus performant actuellement donc, dans le commerce. Il y a aussi, il y a aussi des petites applications. Alors moi je fais ça avec les élèves, c'est-à-dire que je fais des ateliers 10 et l'élève qui le soir a un travail, il va prendre la tablette par exemple, il va dans le smartphone ou dans la tablette, il va dicter par une application qui est gratuite, qui est aussi Dragon, il va dicter son cours, sa réponse, et il va se l'envoyer directement chez lui. D'accord ? Si bien qu'il a déjà sa production écrite.
Il gagne du temps, on a vérifié sa pertinence, donc pas de difficulté si ce n'est accepter l'outil. Pour Antidote, pour Antidote, la correction orthographique est aussi complète et il faut certainement accompagner le jeune au début. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va lui être proposé pour le correcteur, c'est toutes les réponses, les erreurs vont lui être soulignées et il va y avoir à chaque balayage une réponse possible et un choix possible de façon à ce qu'il produise un texte qui soit sans erreur. Alors, Antidote, c'est aussi possible de l'avoir à ses examens, hein, selon son niveau de dyslexie et sa sévérité. Alors, le dictaphone, bah ça c'est pour lire, écouter, enregistrer des textes. Il y a beaucoup d'enseignants de langue, notamment, qui utilisent Audacity, réaliser ses propres enregistrements, les envoyer, par exemple, le prof d'espagnol, notamment, fait ça facilement. En anglais, c'est possible aussi, enfin dans toutes les langues. Il y a des logiciels aussi qui sont gratuits, Readplease, des speech, bon, qu'on peut aussi utiliser pour que le jeune puisse lire et s'entendre pour apprendre la langue, l'entendre dans ses oreilles avec son casque. Et puis, ce qu'on conseille aussi, c'est les œuvres de grands auteurs français sont quand même en ligne. Et il suffit souvent de choisir ces œuvres-là pour que l'enfant puisse être déchargé d'une lecture et être soulagé à pouvoir utiliser des lectures qui sont donc lues par des audiolivres et notamment sur le net, vous avez des sites qui... Alors ça, c'est important donc de les informer pour que ce soit aussi en parallèle avec la documentaliste. Il y a dans ces logiciels beaucoup de bandes d'images qui empêchent d'écrire les mots et qui font de la mémoire, qui les aident dans la construction de leur mémoire. Alors vous avez il y en a un qui est tout simple en ligne, qui est FryMindMap. Les élèves aiment beaucoup l'utiliser et les enseignants aussi ont plaisir à utiliser ce genre d'outils qu'il faut leur expliquer et manipuler pour se familiariser. Moi je vois par exemple, ah ben ça voilà, ça c'était le clin d'œil des élèves dyslexiques que j'ai eu il y a 15 jours, enfin juste avant les vacances, le groupe que j'avais en classe. Qu'est-ce qu'ils retiennent de leur dyslexie? Alors, ce que les élèves 10 retiennent de la dyslexie, donc ça a été réalisé, alors c'était le 25. Donc, ils ont voulu dire avec ce petit logiciel pour travailler sur, c'était FryMindMap, ils ont dit qu'est-ce que c'est que la dyslexie pour nous? Alors, ils ont expliqué que c'était des erreurs d'orthographe, que c'était des difficultés de lecture, qu'ils avaient plus de neurones, ils ont dit qu'ils avaient de la lenteur, qu'ils avaient des problèmes d'ordre lexical, puisque c'était avec les mots. Ils avaient un problème attentionnel, ils voulaient développer, mais ils ont laissé tomber. Qu'ils faisaient des erreurs d'ordre phonologique, c'est-à-dire que c'était sur les sons. Qu'ils avaient des soucis de fatigue. Et puis, qu'ils avaient 3 étages dans leur cerveau comme une maison. Le premier étage, eh bien, c'était avoir mangé, avoir dormi, être bien. C'était pour son cerveau reptilien. Qu'ils avaient leur deuxième étage, qui est leur cerveau limbique, il faut être bien, à l'aise, être content, et dans un troisième, être motivé, et dans un troisième temps, c'était je peux ainsi apprendre. Si j'ai mes 2 étages qui sont en place, mon 3e étage peut donc apprendre. Alors, en leur expliquant comment fonctionne ainsi leur cerveau, et les enseignants aussi, eh bien, ils vérifient bien qu'ils aient mangé, ils vérifient bien qu'ils soient à l'aise, quitte à apporter, et ça les Finlandais là-dessus sont très bons, ils apportent dans l'école des petits éléments qui correspondent à, alors je dis doudou, mais même pour grands, hein, les doudous pour grands, ça va être leur mug, ils apportent par exemple des objets, des petits objets tout simples, parfois très discrets, et qui sont dans la classe pour justement les mettre à l'aise. Et puis ils ont voulu quand même finir une autre branche, ils ont dit, il y a quand même des personnages célèbres qui prouvent qu'on n'est pas foutu. Et les personnages célèbres qu'ils ont voulu mettre, c'est... alors, ils en ont mis des compliqués, j'étais un peu étonnée. Ils ont mis Ludwig van Beethoven, ils ont mis Mozart, ils ont mis Léonard de Vinci, Albert Einstein, ils ont mis Vincent van Gogh et ils ont mis Benjamin Franklin. Donc, voilà comment ils se sont, eux, vus. Et ça, je le montre aux enseignants en leur disant l'utilisation d'une carte mentale donne quand même une photo globale. On pourrait faire après un petit texte, mais au moins, ça structure un petit peu des idées. Alors, carte mentale, on en fait une, c'est pas forcément avec des logiciels, hein, on peut aussi travailler avec la main, on peut le faire en brainstorming dans toute la classe. C'est ici, c'était par exemple pour le présent de l'indicatif, comment est-ce qu'on peut essayer de structurer. L'intérêt, c'est quand c'est l'élève lui-même, bien sûr, qui fait sa propre carte mentale pour structurer et aider à sa mémoire.
Oh là là, là c'est là compliqué, mais pour vous dire que c'est à tous les niveaux qu'on peut le travailler. Moi j'ai une élève un jour qui est arrivée en classe et qui me dit, moi j'ai mon professeur de français qui m'a donné une liste énorme, une liste de mots à savoir, ça m'est difficile, je ne comprends pas. Et à la lecture de je ne peux pas l'apprendre, et à la lecture du texte, elle s'est mise sur ce type de logiciel et en le lisant, elle a organisé une carte et ça lui a pris 20 minutes, elle est partie, elle me dit j'ai compris et je peux l'apprendre. Alors, ce qui me paraît aussi important d'expliquer aux enseignants, c'est qu'il faut apprendre à travailler autrement et solliciter l'attention. Vas-y. Alors, le cahier texte numérique en classe, je vous l'ai dit, ça va être les documents et dispositions ressources pour les élèves dans la classe. Ça va être les blocs matières. Travailler sur les blocs matières. Le TBI, le VPI. Je fais des formations sur les VPI, les TBI, c'est-à-dire, bon, c'est encore des termes un peu techniques, mais c'est vidéoprojecteur interactif et puis c'est les tableaux blancs interactifs. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire du tout numérique. Je suis en train de vous dire que les TIS aident beaucoup à solliciter l'attention puisque l'élève est acteur, il vient et c'est lui qui construit et ensuite il s'envoie sa production chez lui. Il y a aussi des choses qui sont intéressantes, qui sont méconnues des enseignants et qui sont très actives pour les élèves. C'est ce qu'on appelle les didapages ou des livres flash, des livres interactifs où ils peuvent eux-mêmes se situer. C'est-à-dire qu'il y en a dans plusieurs matières qui sont en ligne où l'enfant peut lui-même se tester et avec des petits films, des quiz, et qui reprend les éléments du cours. Et ça permet de faire une belle banque de données de façon à ce que l'enfant lui-même se teste. Ça peut être fait en classe, en remédiation, ça peut être fait aussi d'une façon dynamique chez lui, surtout quand on travaille sur aussi une pédagogie qu'on appelle la classe inversée. Vous avez aussi les jeux sérieux. Alors là, c'est un domaine immense qui commence un petit peu à germer en France, où en fait les jeux, des jeux intelligents, sont au service de l'apprentissage du jeune, où il est lui-même acteur dans un scénario. Par exemple, je vous en donne un je suis prof de sciences en SVT, où l'enfant va se situer, par exemple, donc il est un personnage, il va se situer dans un parc, par exemple, il va devoir savoir ce qu'est l'hygiène et les risques, et selon les gestes et les choix qu'il va faire, il va voir ce qu'il risque. Voilà. Donc il est lui-même acteur. Alors ça sollicite évidemment beaucoup l'attention, et l'enfant là apprend. Par contre, il est clair que, j'insiste bien pour dire que ça ne suffit pas. Hein. Il faut aussi être, là on est dans la motivation, dans la stimulation, on stimule l'attention, mais il faut derrière, bien sûr, qu'il y ait le travail écrit pour l'habituer quand même à être dans cette situation-là. Vous avez aussi des applications pour tablette, ou des enfants, alors moi j'ai des enfants en classe qui disent « mais ma tablette c'est mon doudou », c'est-à-dire qu'il met des applications, et il existe plein d'applications maintenant qui peuvent aider le jeune justement à prendre des notes, à contourner en fait ses difficultés. Alors une autorisation qui est facile à faire quand l'enfant a un PAI, eh bien, c'est notamment de prendre la photo tout simplement dans le cadre bien sûr d'une autorisation. Je sais que les enseignants n'aiment pas toujours, c'est un peu titillé sur le fait de voir des smartphones sortir en classe. Mais si ce n'est pas pour photographier le prof, mais si c'est pour photographier le tableau, eh bien, il a ainsi toute la trace du cours et il a ainsi tout le plan. Donc, ça, c'est quand même pas grand-chose à donner comme autorisation. Donc, en fait, prendre en compte la singularité sans marginaliser, rassurer, encourager, donner toujours le droit à l'erreur pour le jeune, donner des consignes claires et évaluer autrement, me paraissent quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça veut dire évaluer autrement? Bon, on parlait d'hétérogénéité. Si par exemple, ici, on a l'enseignant ici qui a sa classe, hein, vous l'avez dit, hétérogène, sa classe qui est hétérogène, on lui dit, afin d'assurer une sélection juste et correcte, la consigne de l'examen sera la même pour tous. Quelle est cette consigne? Vas-y. Grimper sur l'arbre. On imagine bien qu'ici, on est face à cette difficulté, mais c'est ce qu'on vit dans nos classes. C'est ça ce que l'enseignant vit avec son hétérogénéité, dont il se plaint beaucoup. C'est aussi encourager, c'est quoi? C'est dire bravo, bravo, c'est presque ça. C'est ça le droit à l'erreur aussi. L'aide humaine. L'aide humaine, c'est les AVS et c'est l'ASEH. Alors, l'aide humaine, c'est aider en fait de personnes ressources, mais là, on n'est que dans le cadre du handicap pris en charge par la MDA.
Alors, une personne ressource, en fait, c'est travailler avec l'enseignant. C'est une personne qui va être dans la classe, qui est sous la responsabilité de l'enseignant et qui va aider le jeune, parfois il en aide plusieurs, à monter son apprentissage, à prendre note à sa place, et le solliciter et faire des reformulations. Il y a tout un partenariat, mais ça vous l'avez dit, autour du jeune. Il y a le parent, bien sûr, il y a aussi les orthophonistes, les neuropsys, les psychologues scolaires, il y a les psychologues, les médecins scolaires, et il y a bien sûr les enseignants référents dans le cadre de la MDA. Bon, là je peux passer parce qu'en fait, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est tout l'élève qui est au cœur de tout, et je voudrais un petit peu développer tout ce qui est ressources pédagogiques au service en fait de tous dans les classes. Alors vous avez le fait d'enseigner avec les TIS, vont drainer quand même les TIS, les technologies en fait de l'informatique et de la communication vont aider. Les intelligences multiples, c'est pas mon but d'en parler aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui s'appuie sur les talents des jeunes pour faire des portes d'ouverture et de créer des ateliers qui soient au service d'abord de leurs talents pour ensuite aller vers tous les talents. Donc je les ai mis ici, c'est les travaux d'Howard Gardner, où ça aussi, ça germe beaucoup en France. Ça germe depuis longtemps et ça s'éclot beaucoup au Canada. La pédagogie personnalisée, ça aussi c'est pas du tout neuf. Moi je me permets de tester cette année sur tout mon niveau de 4e la pédagogie personnalisée, où ça veut dire que les enfants, donc j'en fais des formations dessus, de façon à ce que les enfants soient à un rythme. Ils sont à leur rythme et ils choisissent leur rythme sur un temps. Ils ont un temps et au terme du temps, ils ont des rendez-vous et la séance de classe n'est que répondre à leurs questions. Ils font des activités, mais au rythme de ce qu'ils ont choisi. Et ils ont des possibilités de s'évaluer à leur rythme quand ils le souhaitent, lorsqu'ils ont acquis une notion, certains courtes, d'autres plus longues, mais c'est à leur rythme. Bon, on pourrait ouvrir des champs, des grands tiroirs sur chacun des titres. Et la pédagogie coopérative, c'est celle qui va intégrer toute la classe, mais faire en sorte que chacun, et par groupe, soit ressources les uns et les autres. De la maternelle au pôle supérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? L'école inclusive, c'est l'école de secteur sur la France, c'est ce choix. Alors derrière, c'est sûr qu'il faut des aménagements, on les a cités. Aménagement pédagogique avec contrat. Aménagement à l'examen, du collège à l'université, mais il faut s'entraîner bien sûr pendant l'année. C'est le droit au tiers-temps, le droit au lecteur, le droit au scripteur, à l'ordinateur avec logiciel d'aide. C'est expliquer aux enseignants comment ça fonctionne, comment le mettre en place, comment aider, puisque c'est un droit à partir du moment où un dossier est monté, mais je pense que là tu en parleras tout à l'heure. Et puis, les expériences, je voudrais finir là-dessus, sur les expériences en fait en Rhône-Alpes sur l'année 2013-2014, des formations d'enseignants ressources 10 notamment sur Vienne, des classes iPad pour 10 sur Grenoble, conservatoire de musique de danse à Bourgoin qui demande des formations sur la dyslexie pour prendre en compte et améliorer le niveau d'apprentissage par rapport à la musique. Puisque là, les dernières recherches ont montré que la musique pouvait aider justement à la lecture. Les classes en 2 ans, l'utilisation bien sûr de logiciels Dragon et d'Antidote dans les classes, le regroupement des disques pour les cours de langue, faire du repérage notamment et organiser des groupes de niveau en français et en maths, des orthophonistes qui interviennent sur l'école. Ça, c'est des expérimentations, des pédagogies, notamment pour de nombreuses écoles de l'Isère, de la Drôme, de la SH Drôme, Savoie, Isère et le pôle supérieur de Valence sur Grenoble, sur tout ce qui concerne les pédagogies intelligence multiple. Il faut rester bien conscient et bien droit dans ses bottes en pensant que l'école pour tous, il y a encore du boulot. Voilà, je vous remercie.